Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment essentiel, je crois, pour tous ceux qui transmettent des savoirs. Comment on fait pour ajuster sa parole, pour que ça passe vraiment auprès de tout le monde, y compris bien sûr ceux qui ont des besoins plus spécifiques. Et pour cette discussion, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre, Le secret des profs captivants, de Julien Dourève, chapitre 18 pour être précis. Oui, un chapitre très intéressant sur l'adaptation de la parole. Exactement. Et notre but ici, c'est pas juste de faire une liste de trucs et astuces. Non, on veut vraiment comprendre pourquoi cette adaptation, c'est bien plus que de la bienveillance. Hmm, L'auteur le dit clairement, c'est une compétence fondamentale pour l'inclusion, l'égalité des chances, et puis tout simplement pour que l'enseignement marche, quoi. tout à fait. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à un discours oral, c'est évident. Ben oui, il y a ceux qui doivent gérer des troubles du langage, type dyslexie, dysphasie, d'autres le TDAH, ce fameux trouble de l'attention, qui rend la concentration compliquée parfois. Ou même une sensibilité à la surcharge cognitive, qu'on voit parfois dans le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, mais pas seulement en fait, ça peut toucher plein de monde. C'est ça. Donc la vraie question, c'est comment on fait pour que chaque personne qui apprend, peu importe ses particularités, puisse vraiment capter ce qu'on essaye de partager. Mhm. Alors, explorons ensemble quelques pistes concrètes tirées de ce chapitre. Ok, déballons ça. Alors, la première grosse idée qui ressort, c'est euh, l'impact énorme d'une parole qui est claire, posée, bien structurée. Oui, Mais bon, entre nous, qui n'appréciait pas un discours facile à suivre, hein? c'est clair. Ça bénéficie à tout le monde en réalité. Concrètement, alors, ça passe par quoi? L'auteur détaille plusieurs points. D'abord, le débit. Il faut un débit de parole maîtrisé. Ni trop rapide, ni trop lent. Voilà. Pas trop rapide pour pas perdre les gens, pas trop lent pour pas les endormir. Et surtout, les pauses. Faire des pauses régulières. Ah oui, ça c'est capital, pour laisser le temps d'intégrer. Exactement. Que l'information puisse décanter un peu. Ensuite, l'articulation. Bien articuler, mâcher ses mots, comme on dit, surtout les mots importants, les mots clés. C'est essentiel pour la clarté. Il y a aussi ces fameuses balises verbales. Utiliser des mots comme premièrement, ensuite, en revanche. Donc, ça structure la pensée, ça aide à suivre le fil. Comme des panneaux indicateurs, oui. Tout à fait. Et enfin, un point qui me semble super important, expliciter. Rendre explicite ce qui nous paraît évident. Définir un mot, même s'il semble simple, décortiquer une consigne. Oui, l'implicite, c'est souvent là que ça coince pour beaucoup d'apprenants. C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre pourquoi ça marche, en fait, le mécanisme derrière tout ça. Hmm. Adopter un débit plus calme, faire des pauses, comme vous disiez, ça agit directement sur la charge cognitive. Ça diminue l'effort mental qu'il faut pour traiter les sons, pour leur donner du sens en direct. D'accord. Pour un jeune dyslexique qui décode difficilement, ou un autre avec un TDAH dont l'attention peut s'évader, ce temps qu'on leur donne, cette pression en moins, c'est vital. Je vois. Et la structure apportée par l'articulation soignée, les mots de liaison clairs, ça aide énormément ceux qui ont du mal avec le séquençage, l'ordre des idées, ou même le traitement du langage en soi, comme dans la dysphasie ou certains TSA. C'est comme si on leur donnait une sorte de guide mental. Exactement, un tuteur pour organiser le flux d'infos. L'idée forte, c'est que le rythme, la structure, ce n'est pas juste du confort. C'est vraiment un outil pour rendre le savoir accessible cognitivement. Ralentir, faire des pauses, ce n'est pas infantiliser. Non, pas du tout. C'est ouvrir des portes à la compréhension pour plus de monde. Et il y a une petite astuce pratique que l'auteur donne pour vérifier si la consigne, par exemple, est bien passée. C'est de demander à un élève de la reformuler. Ah oui, Oui, mais de le faire de manière assez naturelle, pas comme un contrôle, quoi. oui, cette technique de reformulation, elle est intéressante à double titre. D'abord, effectivement, ça permet de voir si c'est vraiment compris et pas juste en surface. Pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Hmm. Et puis, si c'est bien fait, ça peut aussi décaler un peu la responsabilité. Si la reformulation est floue, c'est peut-être pas seulement que l'élève a mal compris, mais que la consigne de départ, elle n'était pas si claire. C'est un bon retour pour l'enseignant, ça. Exactement, un feedback précieux sur sa propre com. Par contre, il faut faire attention à comment on l'amène. Si c'est mal géré, ça peut quand même mettre l'élève mal à l'aise, créer du stress si le climat de confiance n'est pas là. Oui, il faut que ce soit bienveillant. Tout à fait. Et ça nous amène justement à la deuxième grande stratégie du texte oral. Ne pas tout miser sur l'oral. S'appuyer aussi sur le visuel. Ah, le fameux « une image vaut 1000 mots ». C'est un peu ça.
L'idée, c'est de doubler le canal auditif avec un canal visuel, pour multiplier les chances que l'info soit bien captée, bien traitée. D'accord. Comment on fait ça concrètement? Alors, les moyens sont variés. Ça peut être très simple, juste afficher au tableau ou sur l'écran les points clés, le titre, le plan, les mots importants, les étapes d'un raisonnement ou d'un exercice. Une sorte d'encre visuelle. Voilà, un repère constant. L'auteur parle aussi beaucoup des gestes. Mimer une action, montrer une direction avec la main, utiliser l'espace pour structurer son propos. Ça peut vraiment clarifier les choses de manière surprenante. Hmm. Et puis, il insiste sur ce qu'il nomme la redondance multimodale, c'est-à-dire dire, écrire et montrer. Utiliser plusieurs sens pour le même message. Dire, écrire, montrer. J'aime bien l'idée. Oui, ça augmente vraiment les chances que le message passe et soit retenu. C'est comme utiliser plusieurs appâts pour être sûr d'attraper le poisson. Voilà qui devient vraiment intéressant. On voit tout de suite l'intérêt, c'est vrai. Pour ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle, c'est évident. Bien sûr. Mais je pense aussi à tous ceux pour qui l'auditif pur, c'est juste fatigant. Soit à cause d'une fatigue passagère, soit l'environnement est bruyant, soit il y a des troubles spécifiques de l'audition ou du traitement auditif. Exactement. Avoir ce support visuel, c'est une sécurité, une bouée de sauvetage presque. Ça me fait penser, vous voyez, aux sous-titres sur une vidéo, ou une bonne infographie qui rend des chiffres complexes beaucoup plus clairs. C'est ça. Le visuel, ça ne fait pas que répéter. Ça organise, ça clarifie, ça ancre l'information d'une autre manière. Et ça m'amène à un autre aspect que le texte aborde, qui est peut-être plus subtil, mais tout aussi crucial. La dimension émotionnelle. Ah oui, c'est fondamental. L'auteur met le doigt sur un point clé. Un élève qui se sent perdu, qui décroche, il peut vite tomber dans un sentiment d'être nul, d'être exclu. Et là, c'est difficile de le raccrocher. Exactement. La porte de l'apprentissage se ferme. L'ambiance émotionnelle dans un groupe, ça pèse hyper lourd sur l'écoute, sur la compréhension. Complètement. Alors, quelle piste le texte donne pour agir là-dessus? Alors, il y a d'abord le ton de la voix. Essayez d'avoir un ton chaleureux, expressif, qui montre qu'on est engagé, bienveillant, sans en faire des tonnes bien sûr, mais qu'on sente la présence, le soutien. L'intonation juste. Voilà. Une autre idée que j'ai trouvée très pertinente, oser nommer les émotions ambiantes. On sent que ça coince, que les gens sont perdus. Le dire. Bon, je vois que ce passage semble un peu difficile. C'est normal d'être un peu perdu là, on va reprendre tranquillement. Ça dédramatise. Exactement. Ça peut désamorcer des blocages, des non-dits. Et puis, le grand classique, mais toujours efficace, la valorisation. Oui, Pas juste féliciter les réussites spectaculaires, mais valoriser les petits pas, l'effort, la tentative, surtout pour ceux dont l'estime de soi est un peu fragile. C'est du carburant. et si on regarde ça avec les lunettes des neurosciences affectives, c'est limpide. Notre cerveau, pour pouvoir utiliser ses fonctions cognitives supérieures, celles qui servent à comprendre, à analyser, à mémoriser, il a besoin de se sentir en sécurité. Logique? Donc, l'apprentissage. Un climat émotionnel positif, où on a le droit à l'erreur, où on se sent accepté, ça libère de l'espace mental pour apprendre. D'accord. Nommer les émotions, comme le suggère l'auteur, c'est une forme de ce qu'on appelle la co-régulation émotionnelle. On aide le groupe à identifier et à gérer ce qui se passe. C'est très puissant. Et la valorisation? Ah, la valorisation, ce n'est pas juste pour faire plaisir. Ça active les circuits de la récompense dans le cerveau, ça libère de la dopamine. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'envie de continuer. C'est carrément biologique. Passionnant. Alors, abordons maintenant un point un peu délicat. L'individualisation. Parce que parfois, les stratégies générales, ça suffit pas. Il faut adapter sa communication de manière plus ciblée pour certains. Oui. Et le grand défi, l'auteur insiste beaucoup là-dessus, c'est de le faire sans stigmatiser, sans que l'élève se sente montré du doigt. La discrétion, c'est la clé. Mais comment on fait ça concrètement, cette individualisation discrète? Le texte donne quelques pistes subtiles. Par exemple, prendre un petit moment à la fin du cours ou pendant une pause pour réexpliquer un point précis à un élève en particulier, un peu à l'écart. En aparté. Voilà. Ou alors, proposer, pour ceux qui en auraient besoin, d'avoir accès à un enregistrement audio, de la consigne ou même d'une partie de l'explication. C'est une adaptation qui respecte le rythme de chacun sans le mettre en avant. C'est une bonne idée, ça? Et puis, il y a tout ce que permettent les outils numériques, quand on y a accès, bien sûr, les logiciels de synthèse vocale qui lisent un texte, les fonctions pour surligner, les polices de caractères spécifiques, comme Open Dyslexic. Oui, des outils que l'élève peut utiliser de manière autonome. Exactement, et souvent discrète. Et d'ailleurs, sur cette idée d'inclusion, il y a une phrase dans le texte qui m'a vraiment marqué.
une sorte de principe directeur. L'auteur écrit « Parler à tous comme si chacun avait un besoin spécifique Ah oui, cette phrase est forte. ». C'est un peu contre-intuitif au début, mais puissant, non? Très puissant. En fait, c'est une excellente formulation de ce qu'on appelle la conception universelle de l'apprentissage, la CUA. La CUA. Oui, l'équivalent du Universal Design for Learning, UDL en anglais. L'idée centrale, c'est qu'en pensant dès le départ à comment rendre une information, une situation, accessible au plus grand nombre possible, y compris ceux qui ont les besoins les plus spécifiques, Oui. on arrive souvent à une solution qui est meilleure pour tout le monde, pas juste pour ceux qui ont des besoins particuliers. Donnez-moi un exemple. Prenez les rampes d'accès, conçues au départ pour les fauteuils roulants. Mais elles servent aussi aux parents avec des poussettes, aux livreurs avec des chariots, aux personnes âgées avec une canne. Ah oui, c'est vrai. C'est pareil pour la communication orale. Parler clairement, utiliser des visuels, expliciter le vocabulaire. Ça n'aide pas seulement l'élève 10 ou TDAH. Ça aide aussi celui dont le français n'est pas la langue maternelle, celui qui est juste crevé ce jour-là, ou même l'élève qu'on dit bon, mais qui va apprécier cette clarté parce que ça lui libère de l'énergie mentale pour réfléchir plus loin. Donc, adopter cette posture universelle. Oui, adopter cette posture, c'est rendre l'environnement d'apprentissage plus juste, plus efficace pour tous dès le départ. Et ça réduit le besoin de faire des adaptations spécifiques après coup, qui peuvent parfois, elles, être un peu stigmatisantes. C'est une perspective vraiment intéressante. Et ça nous mène assez naturellement au dernier point que je voulais qu'on discute à partir de ces extraits. L'auteur nous rappelle que la responsabilité d'une communication inclusive, elle ne repose pas que sur les épaules de celui qui parle. Il suggère qu'il faut aussi outiller les élèves eux-mêmes, Oui. les rendre acteurs de cette communication. Mais est-ce que c'est réaliste de leur demander ça? C'est une bonne question. L'idée, je pense, c'est pas de leur refiler la patate chaude, si vous me passez l'expression, Oui, mais plutôt de développer leurs propres compétences, pour qu'ils puissent mieux naviguer dans cet environnement et même y contribuer positivement. Le texte donne des pistes. Par exemple, entraîner les élèves à reformuler. ah oui, on en parlait pour l'enseignant. Oui, mais là, c'est pour eux-mêmes. Comme un outil perso pour vérifier est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit ou est-ce que j'ai bien compris ce que je lis. Et aussi pour aider un copain en lui expliquant avec d'autres mots. D'accord. Une autre piste, c'est de favoriser l'entraide, mais de manière un peu structurée. Des binômes, par exemple, où l'un peut aider l'autre à prendre des notes ou à se reconcentrer, ou juste à relire la consigne. L'entraide organisée. C'est ça. Et puis, le plus important sans doute, créer un climat dans la classe où on ose prendre la parole, où l'erreur n'est pas vue comme une catastrophe, mais comme une occasion d'apprendre, et où personne n'a peur de se faire moquer. Ça demande du travail sur la culture de classe, j'imagine. Ah oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est essentiel. Former les élèves à s'écouter les uns les autres, à s'aider pour mieux comprendre ensemble. C'est un changement de paradigme, en fait. On n'est plus juste chacun pour soi face au savoir. Au fond, ce n'est pas juste faire de la place pour chacun, c'est construire un environnement où on apprend avec les autres et par les autres. En développant ces compétences d'écoute, de reformulation, d'aide mutuelle, on crée un véritable réseau de soutien au sein du groupe. Les élèves deviennent un peu co-responsables de la clarté, de l'accessibilité de la communication. Et le bénéfice va au-delà de la simple compréhension immédiate, j'imagine. Ah oui, largement. Non seulement ça améliore la compréhension collective du contenu, mais ça développe des compétences absolument clés pour leur avenir. La métacognition, apprendre à apprendre, l'empathie, la collaboration, la communication, c'est incroyablement formateur. Bon alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que tout cela signifie? En s'inspirant de ces idées de Julien Dourève, on voit que rendre sa parole accessible, inclusive, c'est un équilibre complexe. Oui, sur plusieurs plans. Il y a le côté technique, parler piamment, au bon rythme, bien structuré, utiliser le visuel. Il y a le côté humain, la connexion émotionnelle, la bienveillance, valoriser les efforts. Il y a la stratégie, savoir quand et comment individualiser, mais discrètement. Et puis il y a cette dimension collective, ne pas tout porter tout seul, mais aussi outiller les apprenants. Tout à fait. Le message de fond pour moi, c'est peut-être que cette adaptation de la parole, ce n'est pas juste une technique de plus dans sa boîte à outils. C'est plus profond que ça. C'est une posture. Une posture. Oui, une posture éthique, professionnelle. C'est s'engager activement à chercher comment lever les obstacles qui pourraient empêcher certains d'accéder au savoir qu'on partage. C'est considérer la diversité comme la norme, pas comme l'exception. Et faire de ça le moteur d'une pédagogie. Plus juste, plus humaine et finalement plus efficace.
pour tout le monde. Et pour terminer, peut-être une dernière pensée à laisser mûrir. Si on prend en sérieux ce fameux conseil, parler à tous comme si chacun avait un besoin spécifique. Mhm. Et si on voit que ces stratégies pensées pour l'inclusion sont en fait bénéfiques pour tous, alors est-ce que ces principes, la clarté, le visuel, l'attention aux émotions, etc., ne devraient pas devenir la base, la norme par défaut de toute communication qui vise à transmettre, à partager, à connecter? C'est une excellente question. Que ce soit en classe, oui, mais aussi en réunion, en conférence, ou même dans nos conversations de tous les jours. N'est-ce pas là, au fond, une partie du secret pour être vraiment captivant?